Salut tout le monde et bienvenue dans le débrief des primes de ce super match. Un de plus pour l'Olympique de Marseille dans cette magnifique saison 2023-2024. On est bien, on voit du football. Football plaisir, on est là pour ça. Et donc c'est superbe. Ces superbes prestations à répétition m'ont offert ce joli nom qui est désormais le nom officiel de ces rendez-vous, les débriefs des primes. C'est Xanax, l'Exomil. J'attends les sponsors. Écoutez, je sais pas qui produit Xanax et l'Exomil, mais les gars, là, vous avez un terreau fertile, donc venez me sponsoriser. Je prends pas cher et je pense que ce sera pas mal. Je mets les débriefs désormais en replay sur YouTube, donc avant que j'oublie, si vous me regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à like et tout ça comme on fait chez les YouTubeurs. Ça aide la chaîne dans tous les cas à grandir et le but c'est aussi de mettre plus de contenu pour peut-être que l'algorithme m'aime un petit peu plus parce qu'il m'aime pas trop quand même. Il est pas très sympa. On dirait des défenseurs adverses qui nous laissent pas marquer ou des arbitres qui refusent seulement un but contre nous et qui après nous donnent pas des pénaltys quand on tombe tout seul. C'est difficile. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, messieurs, dames. J'espère que vous le prenez pas trop mal d'avoir eu une nouvelle prestation de merde parce que en vrai, on s'en tape. Il faut quand même être clair, il faut pas être trop on le sait que la saison elle est terminée, on le sait que Grinta Gattuso nous a apporté autant de Grinta que qu'un bon Xanax. Un bon Xanax, ça t'apporte pas mal de Grinta, c'est la même chose. Donc voilà. On va donc parler de ce match. L'Olympique de Marseille n'a pas perdu. Est-ce qu'on peut le prendre comme ça ? L'Olympique de Marseille n'a pas perdu. Ma chaise est un peu basse. C'est de la faute de la buveuse de cappuccino qui je sais pas pourquoi elle est petite mais elle rabaisse la chaise, donc du coup la chaise est toujours trop basse. Donc on va parler Ali qui nous dit j'étais à une conférence hier donc je n'ai pas de regrets. bon petit t'as bien fait. Je pense que tu n'as pas raté grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En plus, c'était un match particulier. Comme vous savez, j'ai une relation particulière à l'Ukraine. C'est un pays qui est un petit peu mon second pays, mon pays d'adoption. Et par contre, le Shakhtar, bon, maintenant, étant donné les circonstances particulières en Ukraine, toutes les équipes ukrainiennes sont devenues des symboles du pays, mais le Shakhtar à la base c'est un peu particulier comme équipe, mais oui. Donc dans tous les cas c'est une équipe aussi où il y a plein de joueurs, plein de jeunes qui sortent de la formation, donc que j'apprécie, comme Soudakov par exemple, c'est un joueur que j'aime bien, comme Konoplia et sa gueule de Ron Weasley, c'est des mecs que j'aime pas mal. Parlons plutôt de notre belle équipe. Qu'est-ce qu'on peut dire du match ? Je vais vous dire ce que j'ai pensé du match dans sa globalité d'abord, et puis n'hésitez pas à me dire en même temps ce que vous en avez pensé. On va échanger comme ça. Didi qui Mourad, vu que t'es plus trop en conf, dis à tes collègues de dire que dans le jeu c'est catastrophique à Gattuso, car à part parler de Grinta. En fait, repose-moi ta question après, Didier. On va parler d'abord du match. Donc le match, la première période ne ressemble à pas grand-chose. On voit que le Shakhtar, donc sous la houlette de Pusic, qui était l'assistant d'Arne Slot à Feyenoord, essaye de ressortir proprement et d'aller vite dans la surface de réparation adverse, ce qu'ils arrivent à faire à une ou deux reprises, notamment sur cette action guignolesque là où il y a un but qui leur est refusé, même si avec les ralentis on comprend que l'arbitre siffle parce qu'il pense que Paolo Lopez va avoir le ballon, mais il ne connaît pas l'Olympique de Marseille, cet arbitre. Donc voilà. Donc on franchement, sur la première période, je pense que le Shakhtar était la meilleure équipe. Et l'Olympique de Marseille ne proposait pas grand-chose, mais cette équipe du Shakhtar, même s'il y a beaucoup de joueurs intéressants pour le futur, il y a aussi beaucoup de
de joueurs qui sont pas encore finis. Donc on sentait bien que pour peu qu'il y avait une vraie équipe avec des joueurs d'un niveau salarial de ceux de l'Olympique de Marseille en face, on pouvait les mettre en danger. Mais on l'a pas trop fait. Et en seconde période, le Shakhtar, qui sort donc de sa trêve hivernale, va petit à petit baisser le pied. Gattuso se dit enfin, leur latéral droit, Konoplia, il rentre dans l'axe. Donc il y a plein d'espace dans le dos de Konoplia. Donc tenter de trouver Aubameyang qui est sur ce côté-là pour partir dans son dos. Ça commence à aller mieux, le Shakhtar baisse physiquement. Logiquement, tu prends l'avantage. Logiquement, tu te fais rattraper dans les 5 minutes parce que comme on le sait bien, le plus important dans le foot, après avoir marqué, c'est les 5 minutes qui suivent un but. Et vu qu'on a un groupe très soudé, un groupe Grinta, et ben hop, on se prend un but 3 minutes après avoir ouvert le score. Et finalement, le Shakhtar étant vraiment lessivés au niveau physique, ils avancent plus, ils ne sont plus dangereux, même s'il y a un moment, il y a une situation là qui aurait pu être mieux jouée, qui est mal jouée par le Brésilien là, dont j'ai oublié le nom, qui va finir par égaliser. Le mot Grinta, faut le supprimer, j'en peux plus. Si tu fais une pétition en ligne, Didi, je la signe. je promets. Mais en même temps, moi maintenant, je le garde parce que c'est un mot humoristique pour moi, le mot Grinta. Il est marrant. C'est quand tu veux tester le niveau de connaissance de foot de quelqu'un, tu lui parles de Grinta, tu ok, donc c'est bon. Toi, j'ai compris. Non, c'est un truc. Bref. Donc voilà, donc le Shakhtar baisse tellement de pieds qu'ils se font déborder par Aubameyang, qui au final Aubameyang, il finit avec un but, une passe décisive. C'est pas mal, un but, une passe décisive. Et donc c'est la 90e minute, c'est bien. Voilà, la Grinta Corporation enfin relancée, tout va bien, tout va pour le meilleur des mondes. Et non. Une minute plus tard, un mec d'1m75 qui saute entre Grinta Gigot et c'était qui? C'était Grinta Meite ou Grinta Balerdi qui était là. Et voilà, et égalisation. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, en fait, vraiment, par contre, belle détente, cela dit, le copain. C'est vrai qu'il est quand même, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il ressaute. Attendez, c'est Eguinaldo, voilà, qui a 18 ans, je crois, qui est arrivé lui l'été dernier. Il sait pas encore. Il avait marqué, il me semble aussi dans le match contre le Dynamo. Il y a rien de, mais il apparaît pas non plus, ça paraît pas être le successeur de Jadson ou de Douglas Luiz et tous ces mecs-là qu'ils ont eu au Shakhtar avant. Donc après, il est très jeune, peut-être que ça va aller mieux. Mais dans tous les cas, ouais, il y a un truc quand même. Je me suis fait, il a marqué contre Porto, ouais, c'est vrai, mais c'était, je pense qu'il perdait 5-2 à ce moment-là, donc il marque le but du 5-3. Après, dans tous les cas, il joue, il a du temps. En fait, Luis Enrique, il aurait fallu le prêter au Shakhtar pour qu'il se développe. c'est un bon environnement pour les Brésiliens, pour les jeunes Brésiliens, plutôt que de le renvoyer au pays. Bon, oui, le truc qui m'a un petit peu surpris, parce que quand même. Donc, je pense que ça fait chier Gattuso qu'on lui parle toujours de grinta, d'état d'esprit. Mais il en parle tout le temps. Maintenant, désormais, il dit le problème, il n'est pas technique ou tactique, c'est un problème d'état d'esprit. On n'est pas en crise de jeu, on est en crise de résultat, état d'esprit. Donc, en fait, tu te dis, écoute, tant qu'à prendre Gattuso, il a pas une identité très forte, il a pas non plus des résultats incroyables jusqu'ici dans sa carrière, mais c'est Gattuso, il est méchant, il montre les dents, il fait comme ça, c'est pas un mec gentil Gattuso, donc il est méchant, donc il va impulser un groupe une attitude de guerrier dans cette équipe. Mais quelle arnaque. Ils ont peur. Il y a aucun état d'esprit dans cette équipe. Ils font même pas exprès. Ils se détestent pas. Il y a eu quelques petits, je pense qu'il y a eu quelques petits trucs à l'entraînement, machin. Mais il y a zéro état d'esprit. En fait, le mec, il a insufflé aucun état d'esprit. En fait, sa conduite mentale du groupe
elle est désastreuse, elle mène à rien, mis à part à dire ouais bah c'est pas trop mal. On... c'est clair et net. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est contrôler. Donc c'est pour ça qu'on voit tous ces matchs où en réalité on est plus ou moins à égalité. Voilà, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et comme il n'y a pas d'état d'esprit, eh ben ça bascule de l'autre côté. Donc voilà. Et se prendre des buts 3 minutes et 1 minute après avoir marqué, c'est un manque flagrant de l'échec de Gattuso dans ce qui concerne impulser un état d'esprit. En fait, ce qu'on lui demande, c'est d'impulser un état d'esprit déjà. Mais il y a, lors d'une discussion sur Twitter avec Mathias Ribeiro, dont je chante souvent les louanges, mais vraiment j'aime beaucoup son travail au niveau tactique, il m'a dit... j'ai peur que Gattuso ne soit pas l'entraîneur qu'il pense qu'il est. Et c'est ça en fait. Je pense que Gattuso n'est pas l'entraîneur qu'il pense qu'il est. Mais il pense qu'il est un entraîneur de dingue, un mec qui est là à se dire ouais, je fais des machins, des trucs, tout ça. Mais je pense que vraiment, vraiment, il manque quelque chose et il manque le début. Bon, je vais vous lire un petit peu. Je vois que Ricky a mis un message: je vais me faire l'avocat du diable, mais contre Metz on a 3 occasions franches plus un but plus un penalty volé. Là on marque 2 buts, Luis Enrique en manque 2 et il y a un voire 2 penalty volés. Au final on se procure plus d'occasions que l'on en concède. C'est pour ça c'est pas sur ça qu'on juge un match. Si Luis Enrique et Unai mettent leurs occasions toutes faites, avons-nous la même analyse? Tu fais bien de te faire l'avocat du diable, parce qu'en fait je suis assez d'accord, surtout sur le match de Metz, parce que sur le match d'hier, au final, je trouve vraiment que la première période c'est vraiment indigent, que la deuxième période ça baisse de niveau, et que ce qui fait que ce que l'on paye, c'est surtout le manque d'état d'esprit dans cette équipe, ce que Gattuso est censé donner. Mais contre Metz, en effet, tu te dis à 10 contre 11, tu obtiens quand même des occasions. Avant ça, tu en as d'autres des occasions, et c'est peut-être l'un des matchs où en fait tu te procures le plus d'occasions sous Gattuso, mais tu n'arrives pas à marquer parce que c'est trop tard en fait. Parce que c'est trop tard, et parce que il y a beaucoup de choses dans la conduite de ton équipe qui ne vont pas, parce que tu ne lui as pas impulsé grand chose, parce que le seul moment où tu lui as impulsé quelque chose dans le jeu qui aurait pu lui donner de la confiance, c'est quand t'es passé en 3-5-2, et que je ne voulais pas y croire. Sincèrement, je voulais pas y croire qu'il était tellement obtus sur son 4-3-3, parce qu'être obtus sur un schéma de jeu en 2024, waouh, c'est vraiment être obsolète, quoi. C'est un peu dingue. C'est un peu dingue, et je sais qu'on en avait beaucoup discuté ici, que beaucoup de monde pensait que son énervement lors du match contre Lorient, parce que souvenez-vous, lorsqu'on passe en 3-5-2 contre Lorient, le mec, on passe la première période, on mène 4-0 je crois à la pause, et il était très 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 excité, très énervé, et beaucoup de monde disait ah mais c'est parce qu'il aime pas la manière dont on joue, tout ça machin. Et je pense que vraiment, en fait, cette manière-là qui réussissait, qui lançait Aubameyang fréquemment en profondeur, parce que la qualité principale d'Aubameyang, c'est de prendre la profondeur, ça ne lui plaisait pas. Et petit à petit, en fait, quand il avait été interrogé là-dessus, il avait dit non, c'est parce que je voyais que mon équipe se relâchait, machin. Et là, il commence à dire, à dire oui, non, mais en fait c'est ça. C'est le truc, c'est que c'est pas mon jeu, moi je veux du contrôle, machin, le signe de la croix, il nous la ressort tout le temps. Donc en fait le gars n'aimait pas ce type de jeu, et il veut un type de jeu qui neutralise l'adversaire, et qui fait qu'on a une occasion de plus que l'adversaire et qu'on gagne. C'est assez dingue. Ricky, je vais te citer toi-même, Mourad. Tu disais que t'aimais pas le Marcelino Ball, mais que s'il te faisait te lever 5-6 fois dans le match, ça te suffisait. C'est pas ce que fait l'OM de Gattuso, de la merde à regarder, mais on se lève plusieurs fois dans le match. Bah non, justement, en fait. Justement, je pense que le Gattuso Ball, c'est te faire te lever, une fois dans le match, tu vois, une ou deux fois, où tu dis ah, et puis quand on a tellement marre, en fait, tu regardes ça.
Et t'en as tellement marre. Tu dis, putain. Et quand ils ont finalement une occasion, tu dis, ah, enfin. Alors que avec Marcelino, en début de saison, il y avait un peu ce truc où t'avais des occasions, t'avais des trucs. Encore que petit à petit, ça a commencé à baisser. En fait, les occasions arrivaient de manière plus fréquente, plus mieux répartie. Et petit à petit, ça a vraiment devenu, c'est vraiment devenu. On marque en début de match, après on fait plus rien pendant 60 minutes. Donc c'était devenu ce truc où tu regardais les matchs, t'en avais vraiment marre. Et après il se passe un truc et tu dis ben ils ont marqué, c'est pas trop tard. Donc c'est un style de football vraiment dégueulasse. Je le pense vraiment. Et Ali qui demande, c'est le miroir aux alouettes, est-ce que Gattuso va mourir avec ses idées? Il est parti pour. Ce qui est un truc que je respecte. Attention, chez un entraîneur, c'est un truc que je respecte. Le problème, c'est que son idée, je la respecte pas. Donc c'est ça le problème. En fait, c'est pour ça aussi que je pense que cette saison elle est terminée. C'est que un bon entraîneur doit avoir une idée forte de sa conception du jeu. Il doit se dire ok, moi le jeu je le vois comme ça et j'impulse des choses fortes dans le jeu à mon équipe et on joue comme ça. Gattuso, les choses fortes qu'il veut faire, elles changent d'un match à un autre et elles sont basées sur des concepts de 1985. Donc voilà quoi, qu'est-ce que tu veux faire Donc on est parti sur voilà, il va partir et tout le mois de janvier en fait aussi, j'ai vu la vidéo de Vigilante que je vous recommande, c'est un YouTuber qui fait des trucs qui sont très bons, notamment au niveau des visuels, qui disait dans sa vidéo d'hier, en fait il a passé tout le mois de janvier, Gattuso a essayé de changer ce 3-5-2 qui fonctionnait pour repasser à 4 derrière. Mais en effet, quand tu voyais Gattuso, lapsus, quand tu voyais Gigot au milieu de terrain, c'était ça l'idée, c'était de dire non, la ligne de 4, mais qu'est-ce que c'est que ce machin de la ligne de 4 waouh, merde, la ligne de 4, la ligne de 5. En fait, normalement, les entraîneurs aujourd'hui ne cessent de nous répéter ce qui est important, c'est pas le schéma de jeu, c'est l'animation. Et je pense aussi qu'il y a un truc où le schéma de jeu est quand même important parce qu'après on a tendance à trop s'arrêter sur l'animation, mais le plus important c'est l'animation, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu mets comme je vous disais la dernière fois, si tu mets Njai sur le côté, pas de problème si tu le fais rentrer tout le temps dans l'axe et que le latéral déborde à longueur de temps, comme ça il prend le côté. Il y a d'autres moyens d'occuper les côtés que par ok, je mets des ailiers et ils font des allers-retours. Ça c'était en 1992 avec la JOCR de Giroud et il fait même c'est dur. Bon, je vais vous lire. C'est vraiment, en fait, c'est l'idée de jeu de Gattuso, elle est pas bonne. La cote de popularité qu'a Gattuso, elle est due à des choses fallacieuses, c'est-à-dire qu'on pense que c'est un meneur d'hommes, mais c'est pas ça. Il essaye de se détacher de ça, de se dire moi je suis pas que Grinta. Il essaye de jouer au super tacticien et là-dessus je pense qu'il n'est pas l'entraîneur qu'il pense être et qu'en plus de ça, il a impulsé zéro état d'esprit et que c'était un peu le gros truc qu'on nous remettait quand on émettait des doutes sur Gattuso. On nous disait ouais mais vous auriez dû voir l'état d'esprit qu'il a impulsé dans cette équipe. Tous les joueurs arrêtent pas de dire oui, on s'entend bien, c'est génial, mais au final ils prennent des buts une minute après avoir encaissé et c'est systématique. C'est le deuxième match d'affilée qui se passe. Elle n'a aucune résilience cette équipe et ça c'est aussi dû à Gattuso, même si voilà il y a des choses quand même, et t'as raison de le souligner Ricky, il y a des choses qui sont quand même dues aussi à cette saison pourrie en fait, mais voilà, tu dois t'adapter à cette saison pourrie. Et là, j'ai vraiment eu l'impression. J'ai l'impression que quand tu fais des bons matchs, par exemple contre Metz, c'est trop tard. En fait, c'est trop tard. Donc, et tout ce qui va... En fait, les supporters ont accumulé trop de petites choses. Donc, même si là, contre Metz, on pourrait trouver des circonstances atténuantes, parce que comme tu le dis, en effet, il y a eu beaucoup plus d'occasions à 10 contre 11 et tout, c'est pas facile. Mais non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible.
Je sais pas si Gigot est la top, je pense pas. Je pense, et il a des amis dans la région, tout ça, il vient de la région, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de top dans le vestiaire, les gars, en fait. C'est aussi simple que ça, je le pense vraiment. Euh, Ok, je vois. Fini le coup du 5-3-2, c'est pour jouer en contre. Ok, attends. Je le trouve très moyen, perso Gigot. Ça parle pas mal de Gigot. Gattuso, c'est une intelligence moyenne. On a besoin d'un coach avec 150 de QI. je, je ne vais pas lire tous vos messages, vous êtes méchants. Non, mais Gigot, en fait, il y a aussi ça. Euh, Déconne pas. La première fois, moi, qu'à FCM, Ben m'a dit ouais, il y a Paga qui vient demain. Moi, je pensais que c'était Paga de Canal. Et puis après, ah, c'est Paga des Marseillais. Et c'est un mec super gentil en plus, mais je regarde pas du tout la télé-réalité, donc je savais pas qui c'était. Et c'était marrant. Mais. Parce que ça parle beaucoup de Gigot. Parlons-en aussi un peu de Gigot. Parce que l'an dernier, je me souviens, vraiment, je l'ai regardé avec le contraire de ce truc bienveillant. Moi, il arrive, machin, voilà, Barbu Grinta, comme dit Santos 13200. Je me suis dit, ok, ça sent l'arnaque ce machin-là. Et en fait, sous Igor, c'était magnifique. C'était magnifique, je m'éclatais. Contre Paris, je me suis dit, putain, allez, on l'envoie en équipe de France, trop fort, trop beau. C'était magnifique, voilà. Il a des qualités, il travaille, il aime l'OM quand même si certains diront que c'est surjoué, machin, le truc Grinta, mais il aime l'OM. Euh, En fait, moi, je suis tellement, depuis Bielsa Mitchell, je suis tellement obsédé par cette idée que la valeur moyenne des joueurs à l'Olympique de Marseille, elle est à peu près toujours la même, c'est-à-dire qu'on n'a pas le premier panier, on a entre le deuxième et le troisième panier, et que ça c'est suffisant parce que généralement le reste des équipes de Ligue 1 c'est dans le quatrième panier, donc le deuxième et troisième panier, tu peux les faire basculer, soit c'est très haut deuxième panier, soit c'est très bas troisième panier, voire quatrième panier, voire il régresse. Et Bielsa il a fait passer plein de mecs genre très haut deuxième panier, et Mitchell avait fait descendre tout le monde au huitième panier. Et en fait, Gigot, voilà, c'est ça, c'est un peu troisième panier. Avec Tudor, à un moment, on se dit putain, c'est un bon joueur deuxième panier, celui-là, on peut bien s'en servir. Et là, on commence à voir toutes ses limites, mais c'est parce que son utilisation, en fait, elle rime à rien, quoi. Il n'y a pas de principe fort dans l'utilisation de Gigot. Enfin, on l'a quand même fait jouer en Regista, les gars. On a quand même fait jouer Gigot en Regista. Non, mais non, mais je veux bien plein de choses, moi. Je veux bien plein de choses. Et je suis nul au foot, hein. Je suis nul au foot. Je sais pas si vous vous souvenez, quelqu'un avait mis une vidéo de moi qui frappe dans un. Je suis nul au foot. Je suis nul au foot. Je suis Pierre Ménès, c'est bon, pas de problème. Je suis Daniel Riolo qui rate des pénaltys, c'est bon, pas de problème. Mais quand même, Samuel Gigot en Regista, quoi. C'est dur, c'est dur. C'est dur, donc voilà, je pense que Gigot, en ce moment, il en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux, pas au stade, parce qu'au stade, il est protégé par la carte Grinta, machin, tout ça, mais voilà, c'est un joueur dans le panier moyen de l'OM, deuxième, troisième panier, et qui peut faire des choses bien, qui peut être un joueur utile, mais il faut arrêter de le prendre pour autre chose. Allez, on va regarder les notes, mais oui, comme Iliman Ndiaye, que moi j'apprécie beaucoup, vraiment, je lui vois des qualités pour un joueur. L'OM ne peut pas aller chercher les joueurs premier panier, même pas les joueurs du haut du deuxième panier. Généralement, ils coûtent trop cher et puis ils sont déjà dans des gros clubs ou dans des clubs qui ont plus de pouvoir financier que nous. Mais
putain, Iliman Ndiaye, il a des qualités que j'aime voir chez un joueur bas deuxième panier, troisième panier, un joueur qui arrive à se retourner, qui arrive à se remettre dans le sens du jeu, qui arrive à faire plein de choses. Mais le problème, c'est qu'on le fait jouer n'importe comment. Donc en effet, là, il est en train de comme le pouvoir qu'on dit, là, il est en train de tomber dans le 23e panier. Et ça me fait de la peine parce qu'en plus, lui, il s'est beaucoup avancé sur le fait qu'il aime l'OM, etc. Donc en plus, ça lui est reproché sur les réseaux. Et c'est dur pour lui. Autant des joueurs comme Aubameyang, leur carrière, elle est faite, tu vois. C'est quoi pour toi un joueur de panier de haut? C'est quoi? C'est Gignac, tu vois. Gignac à l'époque de l'OM, tu vois, c'est pas, il peut pas aller à Chelsea ou Arsenal, je pense. Merde, putain, j'ai toujours pas enlevé les pubs. Je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Donc je répondais à la question, c'était la question de qui me disait la Jim, voilà, qui me demande c'est quoi un joueur panier 2 pour toi. C'est Gignac, tu vois, c'est Gignac à l'époque de l'OM, c'est pas un joueur qui peut prétendre à plus haut que l'OM, c'est des joueurs qui peuvent prétendre maximum à l'OM et qui sont très hauts, qui tapent aux portes de leur sélection internationale, genre comme Gignac le faisait à l'époque. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est des gars qui ne sont pas très hauts, qui ne sont pas premier panier, qui ne peuvent pas prétendre au top 15, on va dire, mais qui sont entre le top 15 européen, mais qui sont entre le top 15 et le top 40, un truc comme ça. Loïc Rémy, à l'époque où il est à l'OM, avant qu'il parte, la dernière saison que Loïc Rémy fait à l'Olympique de Marseille sous Didier Deschamps, il est très très bon, Loïc Rémy. La saison est pourrie et tout, mais le nombre de buts de la tête qu'il marque, je me souviens que c'était même surprenant, il était plus adroit de la tête que des pieds, mais surtout il nous avait sorti de pas mal de mauvaises situations, etc. Un vrai bon joueur. C'est des gens comme ça, j'ai envie qu'ils soient en fait, il faut que les entraîneurs amènent cette qualité de là de joueur que tu peux viser très haut dans le deuxième panier. Et c'est tout. Souvent on s'arrête. Ouais, le recrutement il est pourri. Ouais, les joueurs ils sont pourris. Moi j'ai du mal. Et Eric Bailly qui était censé être un joueur voilà, haut du deuxième panier. Voilà, il est nul. Guendouzi. Tiens, Ricky parle de Guendouzi. Guendouzi, c'est un bon exemple parce que maintenant, on dirait que Guendouzi, c'est Paul Pogba. Les mecs, wow, il a été élu joueur du match contre le Bayern. C'est pas possible. Mais Guendouzi, en fait, quand il arrive à l'OM, il y a plein de gens ont des doutes, à raison, parce que Guendouzi, il sort de 6 mois tout pourri au Hertha Berlin, ou en tout cas 6 mois très moyens au Hertha Berlin. Arsenal n'en voulait plus. Il avait eu des problèmes là-bas, il y avait aussi une vraie baisse de performance, et sauf qu'en fait, Guendouzi, il arrive dans un truc vraiment parfait pour lui, et Sampaoli, il le fait progresser. Moi, Sampaoli, son jeu, il m'insupportait, mais Sampaoli, il avait ce mérite de rester avec ses idées une fois qu'il les a changées, on est d'accord, et puis de faire progresser les joueurs. Saliba, Guendouzi, ces mecs-là, ils ont vraiment progressé, parce que Payet, il l'a mis dans les meilleures conditions, etc., mais il a réussi à faire quelque chose de bien avec ces joueurs-là, et donc Guendouzi, on est resté sur cette idée-là, et j'ai envie de vous dire, moi, ce qui m'a beaucoup énervé l'an dernier avec Tudor, c'était des trucs de merde, des débats de merde, genre oui, mais Guendouzi joue pas à son poste. Mais Guendouzi, quand il jouait pas à son poste, on allait à l'Allianz Arena et on mettait 3-0 et il y avait pas de débat. Guendouzi, quand il jouait pas à son poste, on gagnait des matchs en Ligue des Champions et il y avait pas de débat et il marquait des pénaltys. Qu'est-ce qu'on s'en tape qu'il joue pas à son poste? Il était encore en train de progresser. Mais non, il faut qu'il joue à son poste. Et après, on tombe dans ce truc où on défend les joueurs parce que comme pas mal de choses, la manière de chroniquer le foot, c'est un peu une manière aussi de chroniquer des personnages et des machins, et Guendouzi, c'est un bon personnage. Mais moi, je suis surtout intéressé par le joueur de foot. Le personnage, il est en deuxième. Et vraiment, voilà, Guendouzi, il avait réussi à tirer voilà, au du panier 2. D'ailleurs, il va en équipe de France, il joue la Coupe du Monde.
ça marche, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, je pense que Iliman Ndiaye, il y a un monde dans lequel il peut nous donner des performances de très haut niveau. Mais là, il nous donne de très mauvaises performances et il n'y a rien à dire. Mais il faut réussir à bien exploiter ce qu'on te donne. À bien exploiter ce qu'on te donne. Et Gattuso, il exploite le truc en 4-3-3, quoi. En 4-3-3. En 4-3-3. Ouais, oui, Football Addict, si sa capacité à se rendre disponible, elle me manque perso. Mais en fait, t'as aussi le truc hier sur Twitter. Yacine disait oui, oh putain, Mourinho il nous manque. Et Ryan lui a répondu oui, les absents ils manquent toujours dans ce genre de moment. En fait, c'est toujours ceux qui sont pas là qui nous manquent. Mais Guendouzi il était là aussi l'an dernier au moment où ça n'allait pas super bien. Après, bon, je vais pas dire du mal de Guendouzi. Je pense que c'est un bon joueur. Je pense que c'est quelqu'un qui peut faire des choses bien. Mais je vois le pouvoir comment AVB avec ses matchs avec 0 tir, je relativise car il n'avait pas d'effectif, il a demandé 2 joueurs. Mais je me disais ça aussi par rapport à Gattuso et le fait que c'est Grinta Gattuso et que tout le monde imagine que Gattuso impulse un état d'esprit incroyable. Mais je suis désolé, mais Gattuso, il a impulsé moins d'état d'esprit que Elie Bopp et André Villas-Boas à ses effectifs à l'Olympique de Marseille. Il n'y a rien, cette équipe-là. Elle ne transpire rien, elle ne transpire pas d'état d'esprit en fait. Elle fait de son mieux. Pour reprendre les mots préférés de Ben, c'est une équipe, c'est une gentille équipe. Elle fait de son mieux avec les consignes que donne son coach et elle tente de contrôler. Ça fonctionne pas, mais le coach dit non, mais putain, on était à 2 doigts là, pour peu qu'il y avait un poteau, un machin, que ça a rentré pour nous, hop, on aurait gagné. Et ouais. J'ai un petit peu peur quand même. C'est vrai que Lico dit il faut le virer si on ne veut pas une saison blanche et finir 13e. Franchement, on en parlait la dernière fois. Franchement. Parce que, enfin, je me dis, virer ton coach maintenant, au 16 février. Virer ton coach au 16 février. Tu vois, qui tu vas ramener? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à sauver? Est-ce qu'il y a des clubs qui l'ont fait, mais il y a aussi beaucoup qui l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont changé de coach et qu'ils ont sauvé leur saison, mais il y a aussi beaucoup de clubs qui l'ont fait et qui n'ont rien sauvé du tout. Donc, mais par contre, est-ce que si tu gardes Gattuso là, tu vois, et pour rebondir aussi sur ce que disait Ricky tout à l'heure, il disait ouais, mais regarde contre Metz, etc. Est-ce que là, si tu gardes Gattuso, même lorsque l'équipe a essayé de réagir, genre contre Metz, ça a tourné dans le mauvais sens? Est-ce qu'il n'a pas déjà épuisé toutes ses cartouches de faire relancer le machin? Est-ce que là, tout ne va pas tourner contre ton sens contre ton sens, si ça a du sens. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et je vois que beaucoup parlent de Rafinha avec Pancho, pas grave. Franchement, je sais pas. J'ai pas envie de dire oui, il faut virer Gattuso. Mais, mais si demain on m'annonce que Gattuso est viré, je ne serais pas trop triste. Je ne serais pas trop triste, je vais vous le dire clairement. Et si on m'annonce, oui, bah c'est Pancho qui va tenir le banc avec, tu vois, je sais pas, tu lui mets des adjoints, des trucs jusqu'à la fin de saison. Je suivrai ça avec attention. Peut-être qu'au bout de 5 matchs, je me dirais ouais, bon, ça va rien changer. Mais au moins, j'aurais eu un regain d'attention pendant 5 matchs. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, on aura donné la chance à un mec du cru, machin. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas je sais pas trop. Je sais pas. Mais en tout cas, oui. Elle est foutue cette saison, dit le pouvoir corrompt. Mais oui, complètement. Enfin, moi, ça fait... Depuis le match contre Rennes en Coupe de France, je m'étais dit, c'est foutu. Gattuso coach, c'est quel panier, Mourad? Et quelqu'un qui a dit c'est le c'est toi de Smith qui dit c'est le panier F session. Bill Schmensch, plus ou moins.
Plus ou moins, plus ou moins. Je pense qu'on est là-dessus. Lico qui demande aussi, tu trouves pas qu'il apporte du stress et de l'anxiété aux joueurs à force de gueuler sur le banc? J'ai l'impression qu'il a commencé à tuer psychologiquement. C'est une bonne remarque parce que du coup là je reviens à ce truc que je ne voulais pas croire, mais il y avait beaucoup de choses que je voulais pas croire avec Gattuso, mais ce match à Lorient où tout le monde où il gueule pendant tout le match. Et il dit oui, parce que je vois un relâchement, je vois un machin, un truc, alors qu'on est en train de gagner 4-0 et que oui, on concède quelques occasions, mais bon, c'est pas trop grave. Je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment ce truc où il pense pouvoir mettre en place un football parfait qui contrôle le match, où tu concèdes pas d'occasion et où tu gagnes 1-0 tous les matchs, ou 2-0 on va dire dans son résultat parfait, dans son imaginaire, dans ses rêves, tu gagnes les matchs 2-0. Et il est tellement obsédé par ça que quand il y a d'autres trucs où tu gagnes 3-0 ou 4-2, il se dit ah non, 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 ça va pas, ça va pas. Non, 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 non. Oh, la ligne de 4, la ligne de 4, la ligne de 4, Iliman Ndiaye comme ça sur le côté, Iliman Ndiaye sur le côté, la ligne de 4. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Mais vous en faites pas, les gars. Vous en faites pas. Bon, voilà, il faut se dire la saison elle est finie et puis et puis, en fait, c'est vrai que un autre truc, Ali qui dit peut-être qu'il faudrait un adjoint à Gattuso pour remonter la pente. Non, je pense pas. Je pense que Gattuso, c'est quand même un fort caractère, 4-3-3, les ailiers, machin, tout ça. Mais par contre, on se dit souvent merci Steak Tartare pour ton 5e mois d'abonnement. Au moins ici on s'amuse. Euh, il faut en fait quand je vois que le Shakhtar va chercher l'adjoint du Feyenoord, alors on ne sait pas si ça va réussir, hein, mais en tout cas ils se disent on veut une équipe qui joue comme le Feyenoord, on veut impulser ça à notre équipe. Le Feyenoord, Arne Slot, je pense que s'il part du Feyenoord, c'est pour un gros club, donc on peut pas le sortir. Donc regardons qui est important dans la mise en place de ce jeu-là. Et ben il y a ce mec-là. Est-ce que ce mec-là il peut coller à notre truc? Ils essayent. Donc est-ce que tu vois, il faut pas aussi aller chercher peut-être des adjoints, des mecs qui ont. Après tout, Tudor, il était adjoint à la Juve il y a encore pas très longtemps. Après. Le Shakhtar, donc voilà, c'est un club qui a ses propres problèmes, qui est en exil, etc. machin. Mais par contre, où tu vas peut-être avoir moins de pression au quotidien. Donc il y a aussi ce truc à prendre en compte. Mais dans tous les cas, j'espère que ça a été compris que ce que les supporters aiment, alors ils vont quand même se plaindre tout le temps parce qu'à l'OM on se plaint tout le temps et parce qu'on doit gagner la Ligue des Champions comme tout le monde le sait, mais on se plaint moins quand on voit du football et il faut mettre du football à un moment, il ne faut pas mettre des mecs qui servent à rien. Le pire, c'est que je me souviens qu'en début de saison, avant les amicaux, toutes les chaînes d'infos, attends, je relis, parce que ça va trop vite sur le chat, je redescends, tous parlaient d'un super mercato, Kondogbia, Obama, Ndiaye, Sarr, Riolo les voyaient comme challenger le PSG. Même moi, je me disais, Ndiaye, je connais pas, mais les autres, ça a l'air fort. On s'est tous fait bluffer. Du coup, on peut pardonner à Longoria de s'être planté. Non, mais on revient à ce truc. Toute mon analyse des joueurs chapeau 2, chapeau 3, c'est après qu'est-ce que ton coach en fait. Et là, Longoria, il s'est planté sur le choix des coachs. Alors, il y a un petit doute. Est-ce que Marcelino n'aurait pas fait mieux? Est-ce que Marcelino n'aurait pas permis à n'aurait pas relevé la tête, mais c'est vrai que ça semblait partir dans le mauvais sens et qu'en plus de ça les supporters n'avaient pas demandé sa tête, que le gars a sauté de lui-même comme ça, donc bon, écoutez, peut-être que Marcelino aurait mieux fait avec cet effectif, mais là non,
Et Ricky qui demande ils sont devenus quoi les adjoints de Bielsa. Il y a ouais, celui que tu dis est parti coacher en Colombie. Je sais plus son nom, mais ça n'a pas été couronné de succès. Et il avait essayé de se détacher aussi un peu de Bielsa. Et puis il y a d'autres adjoints de Bielsa qui sont vraiment ses adjoints, quoi. Je pense pas qu'ils peuvent prendre une première tête, une première place, une première place. Donc voilà. Ouais, Morente est au Chili en ce moment. Mais ouais, enfin voilà. Bon, on va regarder un petit peu. Salut Loulou Papou. Comment mais on a plus la gueule de bois, on s'en tape, on s'en tape les gars. Faut pas se prendre la tête. Il y a des choses plus graves dans la vie. C'est une équipe, c'est une triste équipe. C'est une triste équipe. Eguinaldo qui nous a marqué un joli but. Alors est-ce que vous voyez bien parce qu'il y a peut-être ma tête là sur le truc des il y a dans tous les cas les notes du Shakhtar. Vous vous en foutez, n'est-ce pas? Je rigole, bien sûr. Je mets surtout les notes de l'OM à l'équipe. Donc Pau Lopez 4, Merlin 4, Balerdi 3, Gigot 6. OK. Klose 4, Kondogbia 4, Unai 4, Harit 4, Luis Enrique 4. Il y avait une distribution de 4 là, on en a mis à tout le monde. Allez, tu prends 4 ça. Allez, Mumbagna 2. Alors, il fait n'importe quoi sur sa grosse occasion en fin de match parce qu'il conduit mal le ballon, mais je le trouve quand même utile. Et Pierre-Emerick Aubameyang 7 parce qu'il réussit à faire des stats. Après alors et normalement, il y a ici les notes de la Provence. On va regarder ça. Attendez, je regarde un petit peu si je le sais jamais. Bon, voilà, vous voyez à peu près. Donc, Lopez 4 pour la Provence, Klose 4. Décidément, il y avait une distribution de 4 à Hambourg. Gigot 5, Balerdi 3,5, Merlin 4,5, Kondogbia 4,5, Unai 4, Harit 4,5, Enrique 4, Mumbagna 2, Aubameyang 7. Et pourquoi autant des contrôles et des conduites de balles vitinesques qui ont déclenché la fureur de Gennaro Gattuso? Il n'a pas réussi grand-chose, hormis un très bon centre vers Unai un peu court. Il doit faire beaucoup mieux devant Riznik, mais il préfère se laisser tomber sans que le contact soit franc. Je trouve ça un petit peu... Je trouve qu'il a une certaine utilité, Mumbagna, dos au jeu. Ses contrôles étaient beaucoup trop imprécis en première période pour qu'il puisse tenir le ballon, servir de point d'appui ou simplement être utile. Un bon centre pour Luis Enrique avant le gros point noir de sa soirée. Lancé seul face au gardien, il a préféré jouer la faute et n'a pas berné l'arbitre. Oui, ça, franchement, cette situation-là, il la joue n'importe comment, c'est n'importe quoi, c'est... désastreux, mais bon, voilà quoi. Mumbagna, vous l'avez trouvé comment? Parce que moi, je trouve qu'il a un certain intérêt. Disons que cette équipe-là ne m'intéresse plus beaucoup, mais que lui m'intéresse un peu. Je suis d'accord pour dire qu'il a beaucoup de déchets techniquement. Yann Alamoris qui dit le plongeon, il m'a fait câbler, et je pense que son plongeon, il vient un petit peu de ses limites techniques, c'est-à-dire qu'il se dit ah merde, je vais pas la récupérer parce qu'il pousse la balle trop loin pour dribbler Riznik, et donc il plonge parce qu'il se dit bon, je vais tomber. Nico, je l'aime bien, après il est mal entouré. Ouais, voilà, parce que le gars, il va faire quoi? Il va faire des déviations pour Aubameyang qui est à 20 mètres ou Luis Enrique qui est à 20 mètres. Bon, c'est pas super intéressant, mais comme point d'appui, bon, après, voilà, hier, cette action pénalise grandement son match, mais je lui aurais mis au moins 3. Je lui aurais pas mis une moins bonne note qu'à Gigot, par exemple. Il est trop loin sur l'égalisation à 2-2, mais cela n'efface pas un match solide. Il a été le défenseur marseillais le plus constant dans ce style, pas toujours élégant mais énergique. Tranchant et concentré, il a intercepté quelques ballons qui auraient pu faire mal et a été précieux de la tête aussi. Il a cadré sur corner mais sans danger pour le gardien ukrainien. Ok, et qu'est-ce que nous dit Provence? Une tête qui passe à côté, une relance affreuse. Le capitaine de l'OM a assuré sur quelques ballons chauds et a été meilleur que Balerdi. Il est en retard sur le but d'Eguinaldo sans qu'il ne soit franchement coupable sur l'action alors que la victoire était presque acquise aux Marseillais. Ouais, bon.
Ah, il y a Klose aussi, le fameux Klose. Bon, en vrai, je sais même pas s'il y a grand chose à dire sur les notes. Il y a Kondogbia aussi. À un moment, j'ai envoyé un message qui était méchant. J'ai dit, ah, il est pas mal le quatrième arbitre, monsieur Kondogbia. Parce que j'avais l'impression en première période qu'il était là pour... il était toujours dans l'image, mais il touchait pas le ballon. C'était pas mal. C'était pas mal, notre ami Geoffrey. Oui, je voulais vous lire un petit peu aussi la conf de Janvier Gattuso. Alors, je vais mettre ça un peu, voilà. On va le mettre comme ça. Parce qu'il y a quelques réponses quand même qui sont assez dingues. Pourquoi votre équipe n'arrive-t-elle pas à tenir un résultat? Je ne sais pas. Après, des fois, il y a des choses dans le foot qu'on ne peut pas s'expliquer. En 30 années d'expérience, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vu ça. On peut parler de 3-5-2, de 5, de 6, mais ce n'est pas la question. C'est la photographie de notre saison. Ah oui, il y a un truc aussi. Ah, pour lui, le 3-5-2, c'est de la défense. Ah. C'est vrai que parce que quand ces déclats sortent, je me dis ah ouais c'est bizarre. Et puis après finalement je vais sur c'est Karim Attab je crois qui met la conf en entier donc sur le site de Maritima. Si vous voulez le retrouver, allez sur son Twitter, il poste les liens. Et donc, je vais voir la conf en entier. Et en fait, je comprends que ce qu'il veut dire aussi, s'il veut pas jouer le 3-5-2, c'est que pour lui, il joue défensif. Alors qu'en réalité, c'est le moment où on a pris le plus de plaisir à voir l'OM. Mais cependant, je pense que ça doit être le genre de mec aussi qui doit regarder les expected goals. Et sur les expected goals, généralement, bah, par exemple, contre le FC Metz, il a énormément d'expected goals, notre ami Janvier. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Je vais essayer de vous trouver ça. Attendez, je vais mettre ça là. Parce que j'ai été voir, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Et parce que il relance un peu le journaliste, je sais plus qui c'était, mais en lui disant ouais, mais non, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu veux ça? Regardez, si on regarde les expected goals, en fait, voilà, il doit se dire, mais et ça rejoint un peu ce que tu disais, Ricky, tout à l'heure. Tu vois, contre Metz, 2,39, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, je pense que ça dit quelque chose. Bon, contre Lyon, 0,51. Je pense que ça dit quelque chose aussi. Mais bon, on n'est pas obligé de le voir. Contre Monaco, 3,46. Mais je pense que par exemple, l'occasion de fin de match de Vitinha, là, il va falloir. Oh là 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 là, 0,32. Là, et Vitinha, il a 0,71 quoi, lui tout. Oh my god. Oh my god, oh my god. Ouais, non, mais parce que t'as des occasions, en fait, t'as des trucs où c'est anormal que tu ne gagnes pas ce match. Mais quand tu revois le match, tu comprends pourquoi. Tu vois, en fait, c'est pour ça que il y a ces débats-là aussi un peu fatigants, un petit peu cette manière de lire le football comme en 1990. Et donc, et puis généralement, il faut des camps. Donc voilà, il y a ceux qui disent ouais, mais les stats, ça veut rien dire. En fait, les stats, ça veut dire quelque chose, mais c'est juste un outil. Donc ça sert de les lire. Par exemple, on peut là les lire en se disant bah oui, normalement, Monaco et Metz, tu dois les remporter ces matchs. Après, est-ce que tu as été bon dans le jeu? Est-ce que tu as été réellement bon dans le jeu? Là, on peut discuter. Et puis après, on le prend dans le contexte de l'entièreté de la saison. Et c'est ça qu'il faut se dire. Mais bon, bref, je pense que Gattuso, il doit se dire, bah écoutez, 2,39 contre Metz, 3,46 contre Monaco, 1,57 contre Strasbourg, parce que Strasbourg, t'es désastreux, à un moment, faut arrêter de dire des conneries, hein. Et tu te dis, bah ouais, là il doit se dire, ouais, mais contre Strasbourg, ouais, je pense qu'à l'époque on jouait encore à 3 derrière, il doit se dire, ouais, ça fonctionne pas à 3 derrière. Donc Montpellier, tu vois, ça fonctionnait pas. Et Clermont, ouais, mais c'était juste parce que l'équipe était en difficulté. Parce que ce moment-là, pour moi, en fait, c'est le moment où tu joues le mieux au foot. Lyon, où tu les écrases, tu concèdes pas grand-chose. Lorient, mais Lorient, il doit se dire ah, mais on a concédé deux expected goals aussi contre Lorient, donc ça va pas. Mais
Ouais, bref, voilà. Je pense que ça joue dans l'analyse du football de Gennaro Gattuso. Et je pense que c'est pour ça qu'il se dit, écoutez, on va repasser à 4 parce qu'à 4, on a plus de maîtrise des matchs et qu'on ne concède pas deux expected goals contre Lorient. Voilà, on en concède 1,57 contre Lyon, mais Lyon c'est une grande équipe. 1,92, enfin on en concède pratiquement 2, mais bon après, chacun a ses biais aussi. Donc voilà. Donc on revient aussi à l'interview. Loulou, Papou, les stats, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais voilà, en fait, tu vois, c'est intéressant. Il faut réussir à avoir des stats intéressants, des débats intéressants sur les stats. Parce que personne, moi je suis fatigué d'entendre la vieille école dire ouais mais les stats ça veut rien dire, et justement on leur fait dire ce qu'on veut. En fait, les mecs qui étudient les stats de manière précise, ils ne font pas dire ce qu'ils veulent aux stats, c'est-à-dire qu'ils vont contextualiser ça, ils vont mettre ça ils vont mettre ça comme ça, comme ça. En fait, c'est juste un outil, les stats, c'est juste un outil, c'est pas autre chose. Il y a rien d'autre. Et ces outils, par moment, ils te prouvent. Et est-ce que, par exemple, là, les stats, on peut se dire ouais, mais on mérite pas de gagner les matchs contre Monaco et contre Metz. Bah si, en fait, on les mérite. On mérite de gagner ces matchs-là contre Monaco et contre Metz. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, il y a d'autres problèmes un peu plus profonds. Et c'est que cette équipe, elle manque de confiance. Quand tu prends le but de Monaco où Ben Yedder remonte la balle sur 70 mètres sans être attaqué, quand tu te fais égaliser contre Metz une minute après avoir ouvert le score, quand tu te fais égaliser 2 fois contre le Shakhtar alors que l'équipe est cramée physiquement en face de toi 3 minutes et 1 minute après, voilà, il faut aussi mettre d'autres choses en perspective. Bon bref, on revient à la superbe conf de Gattuso. C'est la photographie de notre saison. Quand tu prends ce genre de chaos, c'est dur mentalement. Cela m'est arrivé dans ma carrière en tant que joueur, mais jamais en tant qu'entraîneur. Je ne comprends pas, on travaille, on regarde la vidéo, on essaye de s'améliorer, on est passé à 5 derrière, mais à 5 derrière quand on a pris l'avantage, mais on défend à 2 contre 1 et on prend ce but. En fait, ça, c'est problématique pour moi. C'est problématique cette dernière phrase. On passe à 5 derrière quand on a pris l'avantage, mais on défend à 2 contre 1 et on prend ce but. Parce que ça témoigne d'une vision rétrograde du foot. Avant, en 1990, dans le mondial en Italie en 1990, ou dans le mondial à la Coupe du Monde 94, ou alors lorsque Marc Libra jouait à l'Olympique de Marseille et je sais pas moi, Éric Roy qui aujourd'hui revient sur ce genre de choses, etc., qui propose un football plutôt intéressant, ce qui à ma grande surprise, il jouait à l'Olympique de Marseille, on faisait ce genre de truc, on passait à 5 derrière. Mais aujourd'hui, quand des entraîneurs mettent une défense à 5, quand Igor Tudor met une défense à 5, Chancel Mbemba, il va chasser Neymar dans sa propre surface de réparation. C'est-à-dire que tu prends les caractéristiques du joueur, aujourd'hui tu dis j'ai besoin d'un mec qui défend, qui sait défendre, et il va aller chasser le mec là-haut, etc. Alors ok, Tudor c'est spécial, c'est marquage individuel, etc. Mais tout ça pour dire que les entraîneurs qui jouent à 5 derrière, c'est par moments beaucoup plus offensif que ce 4-3-3 tout pourri. En fait, jouer à 5 derrière, c'est pas accolé à ça doit être défensif. Non, tu peux jouer à 5 derrière et tu peux être offensif. Et c'est pas un problème. Quand tu mets Kolasinac, il va aussi se projeter. Il va se procurer cette grosse occasion cauchemardesque contre Tottenham parce qu'il la met pas dedans. Mais tu mets... En fait, tu ne peux pas avoir cette vision du foot. On est passé à 5 derrière quand on a pris l'avantage. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est très très embêtant quand même de se dire ce genre de choses. JWMRCT qui dit avant c'était plus des latéraux que des pistons et l'inverse maintenant. Et c'est vrai aussi, tu vois, il y a ce truc. Si tu passes à 5 derrière et que tu as Jonathan Klaus et Nuno Tavares, ou même Quentin Merlin qui peut très bien le faire,
Voilà, tu vois, tu vas être beaucoup plus offensif et tu vas sans doute créer beaucoup plus que en mettant Iliman Ndiaye et en lui disant bah vas-y, Iliman Ndiaye et son style de jeu et ses caractéristiques va déborder sur le côté s'il te plaît. Vas-y, on regarde. Vas-y mon grand, vas-y. Ah bah t'as bien débordé, t'as fait un beau dessin. Non mais voilà, Antonio Conte gagne la Serie A en 3-5-2 avec Martinez et Lukaku devant. Et il me semble qu'il... Bon, après, c'est pas génial à Tottenham, mais même que Perisic joue en tant que piston. Enfin, t'en as plein des exemples comme ça aujourd'hui. Xabi Alonso joue à 3 derrière aussi. Mais bien sûr, en fait, t'as plein d'exemples d'entraîneurs qui jouent à 3 derrière et qui sont ultra offensif, ça va chercher loin et tout. On n'est plus en 1996, janvier. Non, c'est plus possible, c'est plus possible. C'est plus possible de faire cette analyse du football-là. C'est plus possible, non, non. Et je suis désolé, mais les matchs où je me suis fait berner, c'est les matchs où lui pense être renié. C'est-à-dire que les matchs face à Lyon, le match face à Lyon, j'étais sur la réserve, parce que je me disais, ah, ce Lyon, c'est ultra faible et tout. Je déteste cet argument, mais j'étais un brin sur la réserve. Et quand une semaine après, je vois la première période à Lorient, je me dis, putain, on tient quelque chose là. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et malheureusement, après, franchement, hein, très sérieusement, je pense que là où ça bascule, c'est que le mec, il va jouer contre Roberto De Zerbi. Que Roberto De Zerbi, donc c'est machin ultra tactique, etc. Qu'en plus, ils ont un contentieux, les deux, donc un contentieux footballistique, et pourquoi pas. Et que donc il se dit à ce moment-là, ok, il faut que je fasse un machin, putain, désolé le pouvoir coron qui dit qu'il y a encore la pub. Vraiment, promis au prochain live, je l'enlève dès la fin de ce live. Oui, donc je disais, oui. En fait, on était en 3-5-2, mais après on va jouer à Brighton. Et donc à Brighton, il se dit, faut que je fasse tactique et tout, machin, pour contrer Brighton. Mais par contre là, le 3-5-2, ça fonctionne. Donc c'est le moment où il commence à jouer à l'apprenti sorcier et à changer des trucs dans le 3-5-2, où on voit ce truc 5 pubs. Putain, je suis désolé les gars, je suis vraiment désolé. Promis, je les enlève. En plus, ça me rapporte rien, je vous assure, ça me rapporte rien du tout. Je suis désolé. Donc voilà, il a joué à ce moment-là, il s'est dit écoutez, ouais, mais s'il y a tactique et tout, donc je peux pas, il faut que je change des choses parce que je prends trop de risques avec ce 3-5-2. Et là, on a commencé à jouer ce machin et depuis, en fait, le fait qu'on ait eu Brighton au milieu de cette série où on jouait bien au football, c'est la pire chose qui a pu nous arriver parce que quand tu vas jouer à Brighton, on te propose un défi tactique. Et donc, on lui a proposé un défi tactique et là, c'est parti en sucette. Et donc, il a tenté de moduler son 3-5-2. Il a tenté de changer des trucs, de mettre Gigot en regista et puis voilà. Et puis finalement, il s'est dit ouais, non, mais c'est pas ça. 3-5-2, allez hop, j'oublie, on va repasser à mon bon vieux 4-3-3. J'ai même des pubs en allemand. Oh là 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 là. Et à chaque fois, je vous dis ça, vraiment là, je l'enlève. Mon Dieu, son cerveau a dû cramer au janvier. Mais vraiment, tu sentais qu'il y avait un truc. Et à la fin, c'est un peu passé inaperçu, mais De Zerbi, en plus, le dit en conférence de presse, il dit je veux adresser un message à mes joueurs de, je sais plus où c'était, mais en série C, il me semble, il disait c'était le joueur le match le plus important de ma carrière. Je l'ai perdu contre Gattuso, donc cette victoire, je la dédie à ces joueurs-là, à cette équipe, à ces ultras de l'époque. Il n'avait pas vraiment envoyé un tacle à Gattuso, mais il avait dit voilà, c'était un match important. C'était un match important et je l'avais perdu contre Gattuso, donc aujourd'hui ce match il a une signification particulière et je pense que vraiment Gattuso il a vrillé, il a dû se dire il faut que je revienne à ce que je suis, etc. Fatigant. Bon bref, et puis vous savez jouer à 3. Votre deuxième période a été meilleure que la première. Qu'avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps? Je l'avais dit mercredi, le Shakhtar est une équipe qui joue bien, un peu comme Brighton. En deuxième période, on a été mieux, on a proposé un meilleur pressing. Ils ont sans doute payé le fait de ne pas jouer en compétition depuis 2 mois. Ils ont baissé de pied, on a mieux pressé.
Ça, c'est clair qu'ils ils ont baissé, mais on a proposé un meilleur pressing. Ok. Qu'avez-vous pensé du match de Klose dont la prestation est... Parce que... ouais, c'est bon. De la prestation de Klose dont la prestation est à l'image du match. Il a fait son match comme Luis Enrique qui rate une occasion et Faris Moumbagna qui s'en procure une et se laisse tomber. Il faut accepter les erreurs, ça fait partie du foot, mais si on parle de Klose, on doit parler des autres. Sympa. Vous parlez comme si votre équipe avait perdu. C'est comme une défaite. Il faut être objectif et se dire les choses. Quand on propose ce genre de prestation en Coupe d'Europe et qu'on subit un coup dur comme celui-ci, c'est difficile à accepter. Je suis amer. Ce n'est pas un problème physique, pas un souci technique. C'est toujours le même problème, mais je ne sais pas comment résoudre ce problème. Oui, mais vous gardez vos chances pour vous qualifier lors du barrage retour. Je comprends, mais c'est difficile de venir avec le sourire et de positiver. Ça arrive encore une fois. Alors qu'on avait une belle opportunité de l'emporter, on se demande comment faire pour gagner. Il faut se concentrer sur Brest, une équipe qui va très vite et qui compte 7 points de plus que nous. On aura une autre bataille contre le Shakhtar. Et il faut se concentrer sur... on se demande comment faire pour gagner. Passe à la défense à 3, Gennaro. Tu verras. Enfin bon, donc voilà. Donc voilà, on en est là. Promis, attendez, je pense que je peux pas enlever les pubs en plein live parce qu'après j'oublie en fait, je reviens pas sur Twitch jusqu'à la fin du truc. Ça doit être dans monétisation, pub, voilà, parce que oui vraiment ça, si j'enlève, je peux pas, attendez. Qui est ci-dessous pour nous dire pourquoi vous avez désactivé. J'essaye de... Voilà. Normalement, c'est désactivé. Et activer les publicités de stream sur ma chaîne. Attends, normalement, j'ai désactivé l'entièreté du truc. Donc, j'espère que la prochaine fois, il n'y en a pas. Et vraiment, je vous jure, ça me rapporte genre 15 centimes par stream. Donc, il y a aucun intérêt si ça vous pollue. Franchement, j'ai pas envie de vous faire ça. Il y a une conf de presse aujourd'hui. Il devrait, je pense. Voilà. Bon, je m'étais dit que j'allais faire un stream court parce que putain, il y a trop de trop de débriefs déprimes en ce moment entre celui-ci, entre celui qu'on va avoir aussi lundi. Deux débriefs déprimes par semaine, ça fait un petit peu trop, et surtout qu'en plus je m'en fous un petit peu de cette équipe, donc oui, ça me fatigue. Est-ce que tiens, j'ai pas regardé les féminines, elles jouent à l'extérieur il me semble cette semaine. Est-ce que je vais aller voir? Ou c'était la semaine dernière, donc putain, c'est bizarre le calendrier des féminines, parce que là je vois, putain, il n'y a pas de match à domicile avant le 3 mars. Embêtant ça. Mais ce week-end il y a un petit Metz OM qui va être un beau match, parce que Metz, parce que les féminines sont retombées 3e, donc avec les matchs en retard de Strasbourg et Nantes qui sont joués, mais elles sont qu'à 2 points de ces matchs-là. Et Metz, ils sont dans le bas de tableau, mais tout de même, ils les avaient battus. Il me semble que Metz était venu gagner à l'OM Campus. Il va falloir gagner dans tous les cas, là, les féminines, il faut qu'elles se reprennent, donc voilà. Bon, messieurs, on va se quitter, on se retrouve lundi. Et on se retrouve lundi pour un match, pour un débrief déprime sans doute de Brest OM. Franchement, j'ai vu Elton qui disait si tu perds contre Brest et contre le Shakhtar, ça va péter. C'est pas, je pense que oui, ça va être sans doute ça. Ton cousin Peter Hartz, je suis fan. C'est qui Peter Hartz? Parce qu'il y a un boxeur qui s'appelle Mourad quelque chose. Je sais aussi qu'il y a un cycliste, Peter Hartz, un néerlandais pratiquant le kickboxing, un mec qui doit avoir de la grinta, ça c'est un mec qui doit avoir de la grinta. Kickboxer, acteur, catcheur. Ah ouais, d'accord, ok. Mais je le connaissais pas. C'est pas vraiment ma famille.
Mais écoutez, je suis ravi d'apprendre mais il y a plein d'arts qui sont beaucoup plus connus que moi et qui polluent mon référencement. Merde. Enfin bon messieurs et dames, je l'espère. Je vous dis à lundi. Voilà, on va encore se faire plaisir avec un bon petit Brest OM. Voilà, voyez autre chose, faites-vous plaisir. Et voilà. À très bientôt, un bon week-end à vous. Cassez-vous pas trop la tête, faites d'autres choses. Ne, ne prenez pas trop de Xanax non plus. Bon, 4-3-3 vertical à tous. Putain, non mais, parce que j'ai même pas parlé de ça, mais quand même, ça m'a tué sa conf de presse d'avant-match parce que il arrête pas de nous parler de 4-3-3. Quand tu lui parles de jeu, il dit il manque de la verticalité. Il arrêtait pas de nous parler de verticalité. Après le match, c'était je sais plus quel match à Lyon. Aubameyang dit on manque de verticalité, on manque de verticalité. Et avant la conf de presse d'avant le Shakhtar, Gattuso il dit non mais moi je suis pas un joueur qui va faire ça et qui va balancer des ballons devant machin vertical. En fait il renie le concept de verticalité alors qu'il ne cesse de nous parler de verticalité. Je pense que Gattuso n'est pas l'entraîneur qu'il pense être. C'est les mots de fin de ce chat. Allez, ciao les gars, ciao.